Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo mécanique. Et elle est de retour plus vite que prévu. Alors en fait ma mère a repris la voiture suite au dernier épisode. Donc je sais pas, vous, ça fait peut-être quelques semaines qu'il est sorti, mais ça fait une semaine moi qu'elle a repris la voiture. Et la voiture est déjà revenue parce qu'en fait elle a pas eu de bol. 2 jours après, la voiture s'est mise à perdre du liquide de refroidissement. Et ça allait de pire en pire. Et là il y a carrément un filet qui coule sous la voiture. Donc il va falloir démonter toute la face avant et regarder d'où ça pisse. Et puis réparer. Donc les amis, c'est parti, on la met à l'atelier. Les amis, je voulais remercier Car Vertical, partenaire de la chaîne YouTube et sponsor de cette vidéo là. Car Vertical, c'est quoi? C'est un site internet qui permet de faire une vérification d'une voiture qu'on possède déjà ou d'une voiture qu'on va acheter. C'est très simple. Tu mets le numéro VIN de la voiture ou la plaque d'immatriculation. Je vous recommande toujours de mettre le numéro VIN, c'est pour moi plus précis. Et ensuite, ça va scanner dans le monde entier votre voiture. Ça va pouvoir déterminer s'il y a eu des problèmes sur les papiers, donc administratifs, s'il y a eu des problèmes sur le kilométrage, la fraude kilométrique, ou tout simplement des accidents déclarés sur le véhicule. Ça va permettre déjà d'une de ne pas vous faire arnaquer et deuxièmement d'avoir un historique plus approfondi d'un véhicule que vous achetez. Si vous dépensez 20 €, et je rappelle tout de suite, vous avez 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et dispo en description de la vidéo, tu dépenses tes 20 €. T'as rien, tout va bien, tu dépenses tes 20 €, tu te rends compte que la voiture que tu étais prêt à acheter parce que c'était soi-disant une bonne affaire, elle a eu un grave accident, peut-être mal réparé ou qu'elle revient des pays de l'Est, en fait tes 20 €, tu es content de les avoir dépensés parce que du coup tu as sauvé toute ta mise. Ça c'est vraiment une garantie supplémentaire qu'on peut mettre en place lors d'un achat de véhicule. Je vous mets tout de suite un rapport d'une Audi TT à titre d'exemple. Donc là on se retrouve sur une Audi TT de 2015. Compteur nickel, statut juridique et financier nickel. Par contre on voit clairement qu'elle a eu des accidents. Alors on parcourt un petit peu ce rapport. On voit qu'elle a clairement tapé sur la face avant. On a ce qu'on appelle presque les airbags de capot qui sont déclenchés. Ce qui en fait permet de surélever le capot en cas d'accident, notamment pour les piétons. On voit quand même que la face avant elle a bien mangé. On a les optiques qui sont touchées, le pare-choc, le capot. On voit que dans la baie moteur, ça s'est pas mal avancé. Donc on a certainement une traverse, certainement aussi le châssis qui a travaillé. Donc là on est quand même sur un bel accident. On voit très clairement au niveau du châssis entre la porte et l'aile qu'il y a eu un bel écart qui s'est creusé. Donc ça c'est signe direct d'un châssis qui a travaillé. Donc là c'est une voiture que très clairement on n'aimerait pas acheter. Surtout que tous les airbags se sont déclenchés à l'intérieur. Là il y a un petit peu de boulot de réparation et donc de grosses surprises qu'on pourrait avoir. On descend un petit peu, on va avoir le coût de la réparation en Suisse qui est estimé entre 30 et 40 000 €. Donc très clairement on est sur un très gros choc. C'est pas forcément que la voiture elle est foutue, mais ça veut dire que la voiture ne doit pas coûter le prix d'une voiture qui n'a jamais été accidentée. Si vous l'achetez pas cher, c'est compréhensible. Si vous l'achetez au prix du marché, c'est pas normal. Deuxièmement, ça va être à vous d'être vigilant sur le fait que la voiture a été correctement réparée. On parle de structurel, donc si c'est mal réparé, on n'a plus les exigences en termes de sécurité qu'on aurait sur le véhicule. D'une, ça peut être un cercueil sur roue. De deux, elle peut être refusée au contrôle technique. Donc c'est hyper dangereux. D'une, ça fait baisser la valeur de la voiture. Et de deux, on doit s'assurer qu'elle a été réparée dans les règles de l'art par des carrossiers. Car Vertical, vous le voyez, ça peut vous éviter de vous faire arnaquer. Donc les amis, je rappelle, 20% avec le code GLB, ça s'affiche à l'écran et en description de la vidéo. Et on continue tout de suite la vidéo. Bon, et il n'y a plus qu'à. Alors est-ce qu'elle fuit là? Là elle fuit pas. Si elle fuit, comment ça fuit? Je vois le goutte-goutte là-bas. En fait ça fuit vraiment au fond. Et je voulais voir si ça fuyait, parce que moi la voiture je la vois à chaque fois elle est chaude, parce que ma mère arrive au bâtiment, elle a 25 bornes à peu près, 30 bornes. Donc je voulais voir si ça fuyait. Qu'alors ouvert ou qu'alors fermé, parce que ça peut être aussi un bon indicateur. Ce qui est sûr, hein, c'est que ça fuit là-bas, mais ça fuit par ici. Entre guillemets, ça doit couler sous le cache et ça ruisselle là-bas. Donc, on va essayer de regarder ce qu'on y trouve. Mais j'avais déjà vu des choses qui me plaisent pas forcément. Vous voyez ici, on voit des projections de liquide de refroidissement. On en voit également sur la durite qui est là, je sais pas si vous voyez bien. Parce que le liquide de refroidissement c'est gras, donc on voit bien que là il y a du gras partout. Et sur la courroie juste derrière, pareil, c'est plein de liquide de refroidissement. Donc très clairement, ça se passe par là. Alors on a la vanne EGR qui je crois est refroidie par eau, donc ça peut venir de là. On a la pompe à eau, on a le Calorstar et accessoirement on a des durites. Donc ce qui est sûr c'est qu'on va
commencer par faire de la place ici et localiser nos recherches dans ce secteur là. Ma mère fait 30 km, elle remet à peu près 2,5 litres d'eau. Donc on a vraiment une belle fuite. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Parce que là, ma mère, c'est une très bonne cliente de liquide de refroidissement depuis à peu près une semaine. Voilà, vous voyez dedans le blanc. Voilà, je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous naviguer avec la lumière, le blanc dedans. Alors, quand ma mère m'a dit Evan, c'est normal, ça mousse dans le bocal. Là, je me suis dit, oh putain, elle a fait un joint de culasse. Et en fait, non, parce qu'un joint de culasse, c'est huileux et t'as de la pression. Or là, il n'y a pas de pression. En fait, c'est le retour ici qui, quand il se mélange, fait de la mousse. Et en fait, ça fait, quand tu touches, ça fait comme un blanc en neige. Et ça, c'est quoi? Bah ça, c'est quand tu mélanges deux liquides de refroidissement qui n'ont pas les mêmes normes, qui ne sont pas compatibles. Voilà. Je vais vous montrer, je vous ai fait une vidéo dédiée à ça. Liquide de refroidissement. Je dois en avoir un bidon là. Voilà, bidon de liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement, il y a du minéral, il y a du organique et il y a du universel qui est compatible avec tout. Là, en l'occurrence, il faut toujours regarder dessus. Quand c'est marqué miscible avec tous, ça veut dire que c'est de l'universel. Moi, j'achète que ça personnellement. Et au moins, t'es pas emmerdé. Ma mère avait acheté du Total. Je fais pas de marque, rien, c'est juste pour vous expliquer. Elle a mis donc dans le réservoir. Elle avait racheté, je crois, du Super U. Elle a mis dans le réservoir, aucun problème. Malgré qu'il y en avait un vert et un rose. Parce que tous les deux étaient des liquides de refroidissement universels miscibles avec tous. C'était indiqué sur le flacon. Et à la fin, il n'y en avait plus au magasin. Elle a acheté du liquide de refroidissement Eco Plus. Tu sais, genre, tu as la marque du magasin et la sous-marque du magasin. Et bah, elle a acheté ça. Et depuis qu'elle a mis ça dedans, et bah, ça fait cette mousse-là. Et en fait, en analysant le bidon Eco Plus, il y a zéro norme, il n'y a rien de marqué dedans, mis à part liquide de refroidissement au moins 20 degrés. C'est même pas marqué que dedans, c'est miscible avec tout. Donc, clairement, c'est-à-dire qu'il n'est pas miscible avec tout, mais tu sais pas quelle norme il a. Donc, en fait, voilà, tu mets que celui-là, mais tu le mélanges pas avec un autre. Et donc, différence, enfin incompatibilité entre deux liquides, et bah ça a fait ce fameux blanc en neige. Voilà, liquide de refroidissement longue durée, prêt à l'emploi, de couleur lilas pour les systèmes de refroidissement modernes. En aluminium ou alliage d'aluminium, miscible avec tout liquide de refroidissement. Voilà. Donc ça, c'est miscible avec tout liquide de refroidissement. Donc du coup, on peut le mettre avec n'importe quelle autre marque. Je sais pas trop comment on va faire, on va essayer de vidanger le liquide. Tout mettre à l'air libre, sortir la voiture dehors et rincer au jet d'eau le liquide pour vraiment sortir. Donc là ma mère elle a roulé pas mal à l'eau déminéralisée parce qu'à la fin je lui ai dit franchement laisse tomber, ça va te coûter une blinde. Mets de l'eau déminéralisée dedans. Pourquoi de l'eau déminéralisée? Parce que ton moteur il va chauffer. Quand ton eau elle va rentrer en ébullition, elle va créer du calcaire. Le calcaire va se déposer à l'intérieur de ton moteur. D'une, ça va faire chier. Deux, ça va faire des problèmes d'étanchéité. Et de trois, tu vas perdre en qualité de refroidissement. Donc eau déminéralisée. Et donc elle a tourné à ça, donc ça a déjà rincé une bonne quantité parce que là t'ouvrais, t'avais de la mousse qui sortait quoi. Donc là on voit qu'il ne reste plus que sur les parois. Donc il y a, je dirais, allez, 80% d'eau déminéralisée dedans. Donc on va tout rincer au maximum pour tout nettoyer. Donc, bon bah je crois qu'on a trouvé la localisation de la fuite. Donc là on voit bien, alors je vais aller avec le bout de ma lumière. Ici ça coule. Donc, je sais pas ce que c'est que cette pièce, on va démonter. Et en bas il y a un goutte-goutte qui se forme. Donc forcément plus le moteur est chaud, plus il y a de pression. Plus il y a de pression, plus ça fait une giclette. Et plus il y en a partout quoi. Donc il va falloir sortir le radiateur, visco-coupleur et qu'on aille voir ce qui s'y passe de ce côté là. Seul truc qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression quand même que c'est le bloc moteur en fait. Soit ça ruisselle de plus haut, mais si c'est ce que je vois qui coule, c'est le bloc moteur. Bon, de toute façon, il faut qu'on dépose tout le radiateur en priorité. Parce que sans démonter le radiateur, on n'a pas accès à la phase savon du moteur. Le ventilateur du visco-coupleur, il se démonte par une grosse clé qui va là. Sauf que cette clé, il faut en passer deux parce que c'est un espèce de contre-écrou. Sauf que tu vois bien, pour passer les clés, tu t'amuses quoi.
Donc là j'ai fait un petit peu de place, j'ai démonté tout le réseau de suralimentation, ce qui me permet de pouvoir accéder et là et là. Et j'ai accès à mon turbo. Donc là je vais aller passer un petit coup d'œil dans le turbo. Donc là je sais pas si vous arrivez à voir dans le miroir. Ça me permet déjà de pouvoir voir si l'hélice elle a pas quelque chose d'anormal. En l'occurrence l'hélice est propre. Donc je vais aller y passer les doigts, voir si on n'a pas un jeu. Quitte à avoir le turbo sous la main. Alors comment on contrôle un turbo? Déjà visuellement, il faut que les hélices soient propres, belles, pas marquées. Et ensuite on prend l'axe du turbo dans les doigts et on vient le bouger de haut en bas, de gauche à droite. Et on doit avoir un jeu minime. C'est-à-dire que le jeu, ça doit pas se balader. On doit avoir un tout petit jeu. Le jeu il est normal puisque c'est le jeu de la lubrification. C'est quand le moteur va démarrer, la lubrification va venir se faire dans le turbo comme il se ferait sur les coussinets de bielle et les coussinets de vilebrequin. Et ce jeu là va disparaître, c'est juste la place dans l'axe pour l'huile. Voilà. Par contre si votre turbo il commence à avoir du jeu comme ça et du jeu comme ça, ah là c'est pas bon. Donc là en jeu comme ça il doit pas en avoir, et en jeu en haut, en bas, gauche, droite un tout petit peu. Là en l'occurrence il en a un tout petit peu, donc c'est normal, mes hélices sont pas abîmées. Donc RAS, le turbo il va bien. Ça c'est déjà une bonne nouvelle dans tous ces petits problèmes. Mais bon, quitte à l'avoir sous les yeux, autant le contrôler, ça mange pas de pain. Maintenant qu'on a fait de la place pour passer les clés et ici, et bah sélection de clés, puis on essaye de démonter le visco. Bon, alors, ce qu'il faut savoir c'est que le visco coupler c'est un pas inversé. Enfin le visco coupler, le ventilo du visco coupler. Parce que étant donné que ça tourne dans le sens anti-horaire, s'il serait en pas standard, il se dévisserait avec la vitesse. Donc là il va falloir que je le visse pour le dévisser. Ouais, t'as compris. Mais ma foi, ça y est, ça vient. On est sauvé. Parce qu'une clé à molette, ça prend beaucoup de place. Ça dépanne, mais... Voilà. Maintenant, on va y voir plus clair. Alors, le visco coupler, je vous avais déjà expliqué, c'est un système qui va permettre d'augmenter la résistance de l'axe par rapport à l'hélice en fonction d'une température. Plus ça va chauffer, plus l'axe va rester soudé, solidaire de l'hélice, et donc plus ton moteur va être refroidi. Voilà. Je vous avais déjà pas mal de fois expliqué le fonctionnement de ça, et maintenant on y voit un peu plus clair là-dedans. Alors, on voit que ça fuit clairement par là, mais ouf, ça fuit vachement haut. J'ai quand même l'impression que ça vient d'une pastille moteur, moi. Je sais pas si vous voyez le goutte-goutte là, mais au bout de la lumière on le voit bien, hein. Et là le moteur il est à l'arrière. Je n'arrive pas spécialement à situer d'où ça vient. On va mettre l'appareil qu'on avait utilisé sur la Panamera pour mettre sous pression. Comme ça on va simuler qu'elle est chaude pour pousser le liquide et essayer de voir un peu plus la fuite. Parce que je soupçonne une pastille moteur. Si c'est une pastille moteur, c'est chiant. C'est chiant parce qu'il faut commander la pastille, il faut la recevoir, il faut la coller, et il faut faire de la place pour pouvoir y accéder. Donc avant de démonter quoi que ce soit à l'aveuglette, on va s'assurer de ce qui merdouille. Donc ça c'est un petit kit qui permet de vérifier les fuites moteurs. Enfin fuite de liquide de refroidissement en l'occurrence. Donc on trouve le petit bouchon qui va être adapté à notre BMW. Donc ça c'est un coffret que vous pouvez retrouver sur mylittlegarage.fr. C'est génial pour ce genre de problème. Tu as une fuite, tu mets sous pression, tu regardes où ça coule. On a deux kits, on en a un qui est moins fourni que l'autre. Celui-là c'est vraiment le plus gros. Donc on a pour les voitures anciennes et pour absolument tous les bocaux de liquide de refroidissement. Donc là celui-là vous l'achetez, vous êtes peinard. Ça marche aussi bien en dépression qu'en pression. Donc vous avez soit un système à pression, soit un système à dépression. On sélectionne le bon bouchon. On pose dessus. On prend la petite pompe. Alors montez pas à 4 bars, hein, on est d'accord, hein, faut pas dépasser la préconisation de votre bouchon. Moi je vais monter à 1 bar, ça sert à monter plus. Tac, on clip dessus. Et on pompe.
Voilà, bon, vous voyez là immédiatement ça pisse. Voilà. Voilà ce qui se passe quand elle roule. Tu vois. Donc ça je l'avais remarqué. Et est-ce que je... Oh là là, oh là là, oh là là, c'est bien ce que j'avais vu. Alors là c'est dans le genre pas de bol, c'est pas de bol numéro 1, pastille moteur qui fuit. Ça m'est jamais arrivé, genre il y a un trou dans la pastille moteur quoi. Clairement ça fait un jet au niveau de la pastille, ça tape sur le bloc Calorstar et ça en répand absolument partout. Voilà, donc là je vais stopper la pression. J'ai vraiment pas la réponse de comment une pastille peut se percer. On pourrait dire par la corrosion, mais il y avait du liquide de refroidissement. Non, franchement, j'ai pas d'explication. Je suis bouche bée, comme on dirait. La mission, c'est de démonter ce qui se trouve ici. Maman, ça va? Ouais, toi? Ouais. Ouais. Non, j'aime pas ça. T'en fais quoi de ta BMW? On fait rien. Ouais. Ça sent pourri. Je rachète l'épave, 500 balles. Ça sent le pourri. Franchement, t'as une panne qui est improbable. J'ai jamais vu ça. C'est vrai? En fait, sur le moteur, t'as des pastilles qui servent en gros, quand il coule le métal du moteur dans des moules, en gros, il y a des points d'injection. Et ces points d'injection, elles se font par des trous d'entrée. Et ces trous d'entrée là, en gros, quand tu démoules le moteur, tu mets ce qu'on appelle des pastilles en métal. Donc c'est des grosses pastilles qui font 1,5 mm d'épaisseur que tu viens coller et que ça vient boucher, rendre étanche ton moteur. Bon, autrement dit, on met des pastilles pour boucher, quoi, voilà. Pour faire l'étanchéité, c'est ça. Voilà, et bah toi, tu as une pastille du moteur qui est percée, mais genre comme si on t'avait mis un clou dedans. C'est improbable comme panne, j'ai jamais vu ça, donc c'est une première. Et le problème, c'est que une pastille, pour la démonter, ça se pousse. Sauf que tu as compris la suite, c'est que si je pousse et que ça tombe dans le moteur, je peux pas la changer. Donc 2 possibilités. Enfin 3 possibilités. Faut que ça nous arrive à nous, quoi, c'est ça. C'est ça. 3 possibilités. Je te rachète l'épave pour 500 balles et encore je suis généreux. Ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, je te vends un Range Rover prix d'amis 15 000 euros. Troisième possibilité, si vraiment tu as un budget serré, pour 4 000 euros, je peux te laisser un Jeep. Et ça tombe pas en panne. C'est ça qui fait que mon liquide il coule alors. Ah bah oui, ça pisse, puis ça pisse bien. Ça pisse comme, comme si tu levais la patte sur un arbre, quoi. Tu vois Doudou quand il lève la patte, bah ça fait la même chose, quoi. Ouais. Donc là, c'est cette pastille-là qui fout la merde. Mais c'est une pastille à 80 centimes, je suis sûr, quoi. Allez, 1,50 € peut-être. Ouais, c'est le truc tout con, mais qui est emmerdant, quoi. Bah quand ton moteur il est démonté, ça se fait bien. Mais quand le moteur est dans la voiture et que tu dois pousser la pastille dans le moteur, c'est moins cool, quoi. Ouais. Ouais, sinon soudure. Parce que ce qui me dérange, c'est que en fait, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble une pastille. En gros, tu vois, tu prends ça, admettons que ça c'est ton moteur, et tu as un trou comme ça pour le moulage. En gros, la pastille, ça fait comme un U qui vient se mettre dedans. Donc tu viens le mettre à fleur et ça se monte avec une colle. Généralement, ça arrive, mon tracteur il en a une, la colle avec le temps se dégrade et tu as une petite fuite quand le moteur est vraiment chaud entre la pastille et le bloc. Bon, pas mort d'homme, mais c'est surtout, tant que la colle est morte, en fait, tu vas pouvoir plus facilement l'extraire. Là, elle est percée au centre. Tu sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est possible. Le problème, c'est que si la colle elle tient encore, tu peux pas extraire ta pastille comme ça. Tu peux que la pousser, il y a un sens. Et si je la pousse, elle tombe dans le moteur. Étant donné que ça fait un U, si je fais une soudure qui comble mon U, techniquement, j'ai plus de fuite. Ça reste de la réparation, mais encore une fois, on n'est pas sur une voiture qui vaut 20 000 €, on n'est pas sur un truc, tu vois, elle va avoir 300 000 km, ma mère, elle n'a pas forcément envie de mettre des dépenses de malade. Voilà, c'est une voiture qui lui sert pour aller travailler, donc si on commence à taper des frais de malade, moi je pense que faut tenter une réparation à soudure à froid serait peut-être le meilleur compromis, parce que d'une, elle récupère sa voiture rapidement, de deux, ça vaut 15 balles, et de trois, c'est pas irréversible. C'est à dire que si jamais ça marche pas, bon bah on retire la soudure et on change la pastille, et là on improvisera. Bon, du coup là on est parti en quête d'aller voir ce qui se passe sur la pastille. Donc là je démonte tout le système EGR.
Et ensuite on prendra la décision ou pas de changer la pastille. Ça va dépendre de l'accès et de tout ça. Alors, ça en est comment ça là-dedans déjà? Ça c'est le refroidisseur de GR. Bah tiens, c'est hyper intéressant d'ailleurs. Je vous l'ai jamais montré. Bon alors, un système de refroidissement de vanne EGR, enfin de gaz d'échappement EGR, ça fonctionne comment, vous voyez là? Bah c'est exactement comme fonctionnerait un radiateur d'eau. Sauf qu'en gros, ça c'est un radiateur, donc l'eau arrive par là, elle va passer dans les ailettes que vous avez vues, et les gaz d'échappement vont le traverser. Du coup, on va venir refroidir les gaz d'échappement qui vont arriver, je sais pas, je dis une connerie, à 200 degrés. On va venir les refroidir à la température du liquide de refroidissement qui va être à peu près de 70, 80, 90 degrés selon les situations. Et donc du coup, on va renvoyer des gaz d'admission beaucoup moins chauds que quand ils arrivent directement de l'échappement. Mais j'aime bien quand je démonte des pièces comme ça vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que quand tu comprends ce que tu démontes et le fonctionnement, c'est comme ça que tu arrives à être un bon diagnostiqueur. Quand tu démontes des pièces juste pour accéder, dis bon ça je sais pas, je démonte, ça je sais pas. Bah déjà quand tu remontes, tu galères parce que tu sais pas où ça va puisque tu sais pas comment ça fonctionne. Et surtout quand tu veux comprendre des pannes, bah si tu comprends pas comment chaque élément fonctionne, tu peux pas comprendre les pannes. Donc voilà, ça c'est mon côté un petit peu curieux, j'aime bien apprendre, comprendre et chaque pièce du moteur. Ah, alors attendez, j'ai une pompe à eau en rab. Parce que sinon, on démonte pompe à eau ColorSta si ça me donne l'accès. Parce que, mamie m'a dit dans son coffre, elle a tout, regarde. T'as besoin d'un ColorSta? Il y a un ColorSta. T'as besoin d'un filtre à gasoil? Il y a un filtre à gasoil. T'as besoin d'une pompe à eau? Il y a une pompe à eau, voilà. C'est mamie Mati. Tu cherches, tu trouves. Alors, quand j'avais acheté la voiture, j'avais commandé tout ça en me disant je vais le changer. Et en fait, quand j'avais été pour le changer, c'était tout neuf. D'ailleurs, on voit la pompe à eau, elle est pas vieille. Donc j'avais dit à ma mère, bah tiens, je te les donne. Contre 300 balles, je te les donne. Et le jour où ce sera à faire, bah tu les auras. Là, le seul hic, c'est que je vais pas avoir le joint de pompe à eau. T'as besoin d'un joint de pompe à eau? Mamie m'a dit, elle a le joint de pompe à eau. Il y a tout là-dedans. Oui, en fait, c'est ce petit œillet là qui nous gêne. Là, tu te dis pourquoi ils ont fait un œillet là, quoi. C'est pas comme si ça servait à rien. Et le ColorSta tout neuf. Qui va comme ça. Non, comme ça. Bah, ce serait peut-être l'occasion de changer tout. Hein. Au moins, on n'y revient pas. Je voulais vous montrer un truc. Voilà. Ça, c'est pas une voiture à diesel. C'est une voiture à eau. Regarde. 1 bidon d'eau. 2 bidons d'eau. 3 bidons d'eau. 4 bidons d'eau. 5 bidons d'eau. Mamie a consommé plus d'eau que de gasoil ces derniers temps. Et c'est ce fameux liquide de refroidissement là qui a fait tout mousser. Voilà, donc ne l'achetez pas. Voilà, vraiment ne l'achetez pas, c'est de la merde. Bon, là on va démonter toutes nos durites. On va sortir ColorSta pompe à eau. On va y voir plus clair. Alors. Truc. Je vais essayer de vidanger avant. J'ai un petit bouchon là, je sais pas si ça va vidanger. Parce que là sinon le garage il va être salopé. J'ai mis de la sûre avec un carton dessous mais il y a quand même quelques litres là-dedans. Ce qu'on va faire c'est qu'on va lever la voiture, on va retirer le cache dessous. Comme ça on va pouvoir par la petite vis de vidange du radiateur vider tout ça. Oh putain, ça s'est pincé sur la voiture. C'est pas possible ça. Est-ce que tu connais le dicton hein? Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. C'est un peu le cas là. Il pleut dedans. Olivier il sera là, il ouvrira la bouche, il ferait ça. Il trouve ça sucré. Tiens, heureusement qu'il était pas là parce que il aurait carrément mangé le cache. Et là, quand il va regarder, il va dire tiens enfoiré, là tu te foutais de ma gueule. Putain, ça pisse pas gros en plus. Voilà. Bon, donc là, c'est en train de tranquillement vidanger la partie radiateur, donc la partie annexe. Par contre, on vidange pas le bloc parce que le bloc, le ColorSta il est froid, donc le circuit il est fermé. Donc c'est à dire que là on vide la partie radiateur refroidissement et il nous reste à vider la partie bloc moteur. Donc pour ça on va retirer la courroie d'accessoires
Et on va désolidariser le Calorsta et la pompe à eau, comme ça ça va se vider. Voilà, en bon état. Voilà, donc là, tranquillement ça coule. Bon, la pompe à eau, elle a pas de problème. Tu vois, elle est même en parfait état. Après, elle a quand même 100 000 km, donc faire tout ça, avoir une pompe à eau sous la main et remettre la vieille, je trouve c'est dommage. Et en plus, elle a été remontée à la pâte à joint, tu vois. Il n'y avait même pas de joint papier. Tu as la petite mousse là qui s'est foutue partout. Tu vois l'importance de pas mettre de la merde. Et bah t'imagines quand t'achètes ton huile Eco Plus, bah ça fait à peu près la même chose dans ton moteur. Alors à tous ceux qui disent oui de toute façon l'huile c'est tous la même. Ouais, ça se voit comme l'équipe de refroidissement. Alors là maintenant on a bien accès à notre pastille qui est juste là. Et maintenant reste le choix. Est-ce qu'on tente de la frapper? On risque qu'elle tombe dedans, mais si on y arrive, on peut la changer. Ou alors est-ce que on tente une réparation safe, genre soudure à froid quoi. Franchement je sais pas. C'est pas simple quand c'est pas pour toi. Parce que les réparations comme ça, bricolage, je suis pas fan. C'est un truc que j'aime pas faire. Après bon bah c'est vrai que ça peut solutionner le problème. Vous vous souvenez sur le tracteur quand j'avais le radiateur qui avait percé, que j'avais commandé un radiateur qui arrivait percé. Bah, j'ai réussi à le réparer, la soudure à froid, ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé, ça fait pas loin d'1 an que ça tourne comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de solide. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, mais c'est une épingle d'aiguille le trou. Je pense qu'on va tenter la soudure. Hein. C'est pas irréversible, si ça tient pas, bah, on aura juste perdu du temps. Mais si ça tient, on évite quand même le risque. Il attaque. Il attaque. Hein. Il attaque. C'est bon. Alors, bon. Mission. Soudure à froid. Ah, désolé, ça va moi qui se bloque. Elle a tendance à bloquer. Il y a des petits problèmes de tendons depuis l'opération. Pareil que ça fait ça quand c'est neuf. Hop. Voilà, donc là, on a une texture assez épaisse. Maintenant, application. C'est un peu trop liquide et ça a tendance à couler. On va le laisser prendre. L'avantage que ce soit liquide, c'est que ça adhère bien. Bon, maintenant qu'on a fait notre petite soudure à froid, on vient repositionner notre pompe à eau. Alors, il n'y a plus qu'à espérer que cette astuce-là fonctionne. Sinon, bon, bah, on changera la pastille, hein, puis advienne que pourra. Peut-être qu'on aura de la chance et que ça sortira bien. Bon, dites-moi en commentaire, est-ce que cette réparation va tenir? Et si elle tient, combien de temps elle va tenir? Vous avez le droit déjà de dire si elle va tenir. Alors si elle va tenir, je veux dire qu'elle tient plus de 48 heures. Voilà. Comme ça, on va faire les petits sondages. Moi, franchement, je mise pour le fait que ça tienne toujours. Après, tu vois, j'irai pas faire ça sur un palier d'arbre à câble ou un truc comme ça où là, il y a vraiment de la contrainte mécanique. Mais je pense que pour reboucher un bout de métal, par expérience, alors j'ai eu qu'une seule expérience, mais ça fonctionne. Alors là, je vois déjà tous les donneurs de leçons en commentaire de la vidéo. Oui, mais une pastille c'est facile à changer, n'importe quoi. Oui, une pastille c'est facile à changer, ouais. Quand elle est grosse ou quand le bloc est déposé. Là en l'occurrence elle est petite,
le bloc n'est pas déposé, ça peut se passer très bien, comme ça peut se passer très mal. Bon, et bah ça c'est bon, on va pouvoir remonter notre Calorsta. Ok. Alors, hop. Tac, tac. Voilà. Alors tout ça pour information, c'est des vis de purge. On en a une là, une là. Donc en fait, quand on va remettre le circuit en eau et le faire chauffer, il va falloir bien évidemment mettre chauffage à fond, ventilation à fond, et surtout ouvrir ces deux vis de purge là. Donc là, on a la purge au côté refroidissement EGR, et là on a une purge sur un truc qui va au bloc moteur. C'est vraiment une purge du bloc moteur. Et en fait, dès qu'on a plus de bulle d'air et qu'on a du liquide qui sort, pof, on ferme. Voilà. Et on ne remontera pas le visco-coupleur parce que je veux aller dehors, on va tout nettoyer. On va mettre du nettoyant moteur, on va passer un coup de Karcher partout histoire que ce soit propre. Et surtout de pouvoir voir derrière si on a un suintement, voilà, si ça tient pas. Et accessoirement de repartir quelque chose de propre, vu que c'est moi qui l'entretiens, j'aime bien quand même que les voitures soient propres, sinon c'est la merde. Bon, j'ai dégraissé toutes mes poulies, là je vais dégraisser mes courroies parce que les courroies sont nickel, donc on va pas les changer. Et pourquoi je dégraisse? Bah parce que le liquide de refroidissement c'est gras, donc si je laisse mes poulies non nettoyées, la courroie va patiner et elle va s'user. Donc pareil sur la courroie, on dégraisse. Ok. Bon alors maintenant pour le nettoyage de la baie moteur, actuellement on a le HP Chimie dégraissant moteur qui est génial pour faire ça. On le met ou on le dilue à 50%, on vaporise, on laisse agir et on nettoie haute pression. Et là je vais tester un nouveau produit qu'on a de chez Bad Boys, donc on est en train de tester toute la gamme. Je vous le montre pas parce que si jamais il est pas bien, au moins voilà, on dit pas de mal. C'est un petit peu le principe et s'il est bien, bah je vous le dis. C'est un produit qui peut s'utiliser sur tout ce qui va être baie moteur, mais aussi en canon à mousse sur les carrosseries. Il y a des dilutions différentes, donc là je mets la dilution qui correspond au nettoyage d'une baie moteur. On teste ça. Là l'idée c'est de vaporiser, de rincer et bien évidemment je conseille toujours de faire chauffer le moteur après pour retirer toute l'humidité qui pourrait se stocker dans les câbles et qui pourrait amener à une oxydation. Laver un moteur à l'eau, il n'y a pas de problème. Le problème c'est le séchage. Il faut surtout pas laisser stocker le véhicule avec l'humidité dedans. Sinon tout va rouiller. Donc là l'idée c'est que on vaporise, on nettoie. Ensuite soufflette pour dégrossir. Et vu qu'on va remonter le ventilo, on va faire chauffer la voiture, etc. pour venir purger notre liquide de refroidissement. Là il n'y a pas de liquide de refroidissement, mais t'as compris. Et bah à ce moment-là, ça va chauffer et on ira terminer avec un essai routier. Enfin du coup moi hors vidéo, pour vraiment faire chauffer la voiture et que tout s'évapore. Voilà, c'est vraiment les petits conseils que je peux vous donner. Bon maintenant avant de mettre en eau et de s'occuper de la purge, on repositionne de quoi refroidir la bête. Voilà. Bon maintenant on remplit et après on purge. Alors, hop. Là, vous voyez, ça va commencer à déborder. On voit, le liquide arrive. Donc là, on pense bien à mettre chauffage à fond. Comme ça, on va purger tout l'air qu'il y aurait potentiellement dans le radiateur habitacle.
et on démarre. Tac. Et maintenant, et bah faut contrôler. Ah, voilà, on voit que ça coule déjà. Hop. Celle-là on contrôle. Voilà, là on a de l'air. Et là on a presque plus. Bon ça y est, l'aiguille est stabilisée à 90. Alors ça a eu du mal à chauffer. Ça chauffe pas ces bêtes là. Moteur de chalutier. Pourquoi j'ai besoin de le mettre à 90? Pour que mon calorsta s'ouvre. Une fois que mon calorsta s'ouvre, ça va aller partout et là je peux faire mon niveau et surtout purger. Alors là on voit que ça n'a pas bougé. On contrôle qu'on n'a pas d'air ici. Pas d'air. Un peu d'air, plus d'air. Hop. Voilà. Et bien écoutez les amis, c'est terminé pour la purge. On la rentre, on lui remet ses caches. Et ensuite on va remettre sous pression le bocal pour voir si notre réparation tient. Et ensuite, seul l'avenir nous dira combien de temps ça tiendra. Maintenant on prend les mêmes, on recommence. Hop. Ça c'est pour m'assurer que immédiatement ça fuit pas. On se règle à la pression de tarage du véhicule, puisque ça pourra pas monter plus haut. Et on regarde si ça fuit ou pas. Alors vous allez absolument rien voir hein, parce que c'est vraiment en diagonale. Moi je vois la réparation qu'on a fait, il n'y a pas une seule goutte. Écoutez, j'ai envie de vous dire que ça marche et que je suis plutôt confiant. Parce qu'en fait une fois que ça a séché, ça a vraiment bien lissé la pastille. La pastille est bien pleine et là il n'y a pas une seule goutte. Sincèrement je pense que ça va tenir. Alors encore une fois c'est pas une réparation digne de la belle mécanique. Mais voilà, il y avait une part de risque que la pastille tombe dans le moteur et là c'est tout de suite moins cool après. Donc il fallait opter pour une solution sans risque. Ça, je pense que ça valait le coup de la tenter. Voilà. Je rappelle, hein, ce petit kit il est dispo sur Maytel, garage.fr si jamais ça vous intéresse et c'est hyper pratique pour choper les fuites. On fait un petit complément et on remonte tous nos caches et on va pouvoir relivrer la voiture à maman. En lui disant essayez de pas me la ramener dans une semaine, ce serait bien quoi. C'est la loi des séries. Nous en janvier on a eu la loi des séries des animaux, bah ma mère a la loi des séries des bagnoles. Alors à Mamie Mati on va lui ajouter un bidon de liquide de refroidissement dans sa collection dans le coffre. Parce que quand tu fais une intervention comme ça, t'es pas à l'abri qu'il y ait quelques petites bulles d'air qui s'échappent en roulant. Il faut refaire un niveau d'ici une cinquantaine de kilomètres. Regarde-moi cette belle collection. Ouais les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo diagnostic et réparation sur la BMW 530D de maman. Donc finalement une panne vraiment à la con. Moi j'avais pensé à un boîtier calorsta fissuré, j'avais pensé à un roulement de pompe à eau qui devient lâche, donc qui fait ça et qui laisse passer le liquide de refroidissement. J'avais jamais pensé à une pastille qui aurait été percée. Alors je sais que des pastilles c'est en acier, des pastilles ça peut rouiller. Mais là il n'y a quand même aucune trace de rouille, on appuie dessus, elle n'est pas croustillante, elle est vraiment en bon état. Mais il y a un tout petit trou d'aiguille dedans, franchement j'ai pas l'explication. Est-ce qu'à un endroit il y a un petit pic de rouille et ça a fait ça? Bref, aucune idée. Le problème de ces pastilles c'est pas le prix. La main d'œuvre, bon on s'en fout, c'est moi qui l'a fait. C'est le risque. La pastille quand tu la démontes, il y a le risque qu'elle tombe dans le moteur parce que ça ne se tire pas, ça se pousse. Donc la seule astuce c'est de la pousser dans un angle pour qu'elle pivote. Mais encore une fois, si elle est bien collée,
il se peut qu'on traverse et qu'on n'arrive pas à la faire pivoter. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour une réparation un petit peu en mode bricolage, on va pas se mentir, avec une soudure à froid de la pastille, ce qui permet en fait de rendre de nouveau étanche notre pastille sans venir la remplacer. Donc là l'objectif c'était vraiment de réparer à moindre coût. Donc bien évidemment si la réparation ne tient pas, et ben on refera une vidéo et cette fois-ci on ira changer la pastille avec le risque que ça encourt. Et à l'inverse, bah, si ça tient, et ben je vous le dirai dans de prochaines vidéos parce que de toute façon cette voiture là c'est moi qui l'entretiens, donc vous allez la revoir. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de cette panne et si ça t'est déjà arrivé. Bien évidemment, tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. On partage du nouveau contenu tous les jours. Et puis si t'aimes la méca, que t'aimes les galères et que t'aimes les beaux projets comme la Mégane, et ben n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.